Bon, maintenant, nous allons parler au Dr Astrid Stuckelberger et le Dr Sylvia Behrendt. Toutes deux travaillent pour l'Organisation mondiale de la santé. Qui commence? Je pense que c'est à moi, et ensuite Astrid va continuer. Très bien. Merci beaucoup. Mes références sont les suivantes. J'ai obtenu mon doctorat à l'Université de Saint-Gall en Suisse sur le thème du règlement sanitaire international et de l'autorité exécutive de l'Organisation mondiale de la santé en cas d'urgence de santé publique de portée internationale. Titre très long. Ce n'est pas mon téléphone. Et j'ai été un chercheur invité à Georgetown par le professeur Gaston, financé par le Fonds national suisse. Plus tard, j'ai collaboré avec le secrétariat du règlement sanitaire international à Genève, à l'Organisation mondiale de la santé, et j'ai effectué des missions dans les pays de l'OMS dans le but de mettre en œuvre au niveau national le règlement sanitaire de l'Internet. Voilà. Les autres experts qui ont fourni leur expertise la dernière fois, nous avons entendu M. Butch, qui a parlé de l'engrenage financier, les questions politiques et de sécurité, en particulier sur le paradigme de bioterrorisme, qui fournissent la preuve qu'il y a une dérive qui a conduit à la pandémie actuelle de Covid-19. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que nous ne sommes pas actuellement confrontés à la réponse médicale à une pandémie. La plupart des critiques formulées par les scientifiques et les médecins portaient sur le fait que, d'un point de vue purement médical, toutes les mesures sanitaires recommandées et exigées par les autorités sanitaires nationales sont en fait contraires aux connaissances épidémiologiques et médicales. Et ce, à dessein, je l'affirme parce que le concept sous-jacent utilisé pour Covid-19 ne suit pas les principes scientifiques établis, mais plutôt une idéologie différente, qualifiée de sécurité sanitaire mondiale et censée traiter la santé comme une question de sécurité nationale en instaurant partout des états d'urgence et d'exception pour y faire face. Par conséquent, je considère qu'il est crucial de fournir une brève analyse historique de ce concept, afin de comprendre que la crise sanitaire mondiale actuelle à laquelle nous sommes confrontés ne concerne pas la science médicale et la santé au sens commun, comme on pourrait l'espérer. Le remplacement progressif des objectifs médicaux par des objectifs politiques a commencé dans le contexte des maladies infectieuses émergentes au début des années 1990. Comme nous l'avons déjà entendu, ce sont les États-Unis qui, en peu de temps, ont institutionnalisé cette nouvelle approche, mais en créant rapidement une toute nouvelle division appelée maladies infectieuses émergentes et information. Il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas changé le personnel du département de contrôle des maladies transmissibles à ce moment-là. Cette politique a confirmé le nouveau changement de paradigme qui consistait initialement à réduire l'incidence des maladies endémiques régionale et qui consiste maintenant à se concentrer uniquement sur la prévention de la propagation internationale en temps réel et de préférence dans un délai de 24 heures. Il était donc nécessaire de mettre en place un appareil technocratique de réseau de surveillance capable de faire face à cette nouvelle menace. Par conséquent, en 2001, l'Assemblée nationale de la santé a adopté une résolution qui introduisait déjà ce nouveau concept et appelait pour la première fois à trouver une définition de l'urgence de santé publique de portée internationale, dans le but de réviser les lois sanitaires obsolètes appelées règlement sanitaire international, car personne ne s'intéressait aux lois sanitaires à cette époque. Le problème était qu'elles avaient un champ d'application très étroit et ne s'appliquaient qu'à la fièvre jaune, de couleur noire. Dans le même temps, en particulier dans le cadre de la planification de scénarios bioterroristes aux États-Unis, nous avons tous entendu beaucoup de choses au niveau militaire et académique, mais l'événement le plus important comme Dark Winter a été organisé et curieusement, tous ces événements ont été très brefs après cela. Mais ce qui est aussi très intéressant et que nous n'avons pas entendu, c'est que non seulement les exercices ont eu lieu, mais qu'ils se sont aussi transformés en réalité. La législation aux États-Unis a été préparée pour réduire la liberté civile pour la lutte contre le bioterrorisme à partir de 1999.
Cette entreprise a été lancée par le CDC et finalement finalisée par des professeurs de l'université de Georgetown, comme le professeur Gostin, en collaboration avec l'université de Johns Hopkins, et elle a été appelée loi modèle sur le pouvoir sanitaire d'urgence des États. Ce modèle de loi a été vivement critiqué à l'époque aux États-Unis pour avoir transformé la gouvernance en dictature qui a fini par s'étendre à de nombreux États. Ainsi, l'étape la plus importante du processus de révision de règlement sanitaire international, qui est un traité international, a été l'apparition du syndrome respiratoire aigu sévère abrégé en SRAS, comme nous le savons tous, en 2002, qui s'est accompagné d'une alerte médiatique sans commune mesure avec la menace de la maladie, qui était remarquablement faible. En outre, il y avait un quasi-consensus parmi les scientifiques sur le fait que la nouvelle épidémie de SRAS aurait pu avoir un potentiel bioterroriste. Cette optique politique bioterroriste qui parlait d'explosion de cas a conduit à l'accord de la communauté internationale sur le fait que les anciennes lois devaient être réécrites par l'OMS pour inclure le bioterrorisme, mais sans nommer officiellement ses objectifs. Cela s'inscrivait dans le paradigme d'une approche ouverte de tous les risques, ce qui signifie que non seulement diverses sources de risques sont incluses, mais aussi que toute dissémination du virus intentionnel relèverait du paradigme de l'OMS et que les règles sanitaires internationales devaient être révisées. Ainsi, la dimension juridique du concept de sécurité sanitaire mondiale a finalement été intégrée avec succès dans les règlements sanitaires internationaux en 2005. Et c'est le modèle américain des urgences de santé publique qui a été exporté à la communauté internationale et qui est maintenant fusionné aux constitutions internationales qui ont atteint le stade où nous n'avons jamais eu de telles dispositions constitutionnelles d'urgence. Ensuite, les dispositions internationales obsolètes de confinement des maladies ont été remplacées pour inclure les agents pathogènes, qui constituent une menace pour la sécurité nationale et nécessitent un régime d'urgence qui permette cette inflation des normes juridiques. Non seulement en termes de réglementation de la sécurité médicale, mais aussi en termes de normes fondamentales de liberté et de droits civils. Selon ce nouveau paradigme, les maladies endémiques qui comptent pour les plus grands nombres de décès ne relèvent pas de l'attention de cet ensemble de règles mondiales, qui sont maintenant la procédure standard pour les pandémies, mais non seulement les pathogènes nouvellement identifiés sans traitement médical, qui nécessitent donc une autorisation d'urgence car ces substances sont toutes non autorisées. En outre, l'importance des diagnostics est apparue dans le cadre de l'idéologie de la sécurité sanitaire mondiale comme une nouvelle question prioritaire car selon cette idéologie, la menace doit être identifiée et combattue avant d'avoir des effets dévastateurs. Ainsi, la disponibilité des diagnostics est considérée comme une exigence nécessaire pour la préparation et la réponse à la pandémie. J'espère que vous suivez. En outre, sous la menace du bioterrorisme, la construction de laboratoires a été stimulée dans le monde entier, comme M. Bush nous l'a déjà expliqué. Parce que les armes biologiques sont définies comme des armes de destruction massive et constituent un crime en vertu du droit international. La seule voie légale pour entreprendre légalement des recherches et des traitements médicaux est appelée biodéfense, qui a lieu dans les laboratoires comme nous l'avons appris. Je voudrais rappeler que tous les coronavirus du SRAS sont généralement classés dans la catégorie américaine C des agents potentiels de bioterrorisme et également classés sous le régime d'experts de l'UE pour le double usage qui se réfère au potentiel de l'utilisation civile et militaire. Cela aide maintenant à dépeindre l'image plus clairement. Certaines connaissances historiques sont nécessaires pour comprendre que l'OMS et la communauté mondiale ne combattent pas le Covid-19 conformément à l'avancée de nos connaissances. Après avoir lutté contre le Covid comme contre une menace pour la nation de façon disproportionnée, avec une terminologie militaire au lieu de la terminologie médicale, on parle maintenant de contre-mesures médicales et non médicales. Et dans tous les ministères de la Santé, de nouveaux départements sont créés appelés départements de sécurité sanitaire nationale. C'était donc la première partie de mon expertise. Avez-vous des questions? Parce que j'aimerais expliquer comment toutes ces maladies nouvellement identifiées sont arrivées à l'OMS. On avance. Ok. Si vous n'avez aucune question.
Dans un deuxième temps, j'aimerais parler plus en détail du petit nombre de cas de pneumonie classique de Wuhan à la fin de 2019 et dans les premiers jours de 2020, qui a été signalé et qui s'est rapidement transformé en une urgence de santé publique à dimension internationale, et peu après en une pandémie. Tout cela est dû au règlement sanitaire international et à sa révision. De plus, les règles sanitaires auxquelles on fait référence incluent une approche tout risque. Certains agents pathogènes, comme toute nouvelle souche d'un sous-type de grippe ou tout coronavirus de service, sont toujours prioritaires et doivent être signalés dans un délai de 24 heures à l'OMS. L'identification de ce nouveau virus a été possible parce que la Chine a un régime de dépistage très strict pour les maladies respiratoires depuis l'épidémie de SRAS en 2002, donc il a été possible pour la Chine d'identifier ce nouveau pathogène. Le 1er janvier déjà, l'OMS a demandé plus d'informations sur l'épidémie. Le 3 janvier, la Chine a notifié officiellement l'existence d'un groupe de 44 patients, dont 11 étaient gravement atteints de pneumonie d'étiologie inconnue. Ça ne ressemble pas à une pandémie. Oui, c'est vrai. L'OMS a demandé plus d'informations. Et il y a eu la fermeture du marché de Wuhan. Donc, cette politisation et l'intérêt de l'OMS à ce stade très précoce au 1er janvier, alors que seulement 44 personnes ont eu cette pneumonie atypique et que 11 personnes ont souffert gravement de cette pneumonie atypique est effectivement un aspect intéressant. Cela devrait conduire à certaines précautions, mais comment la crise a-t-elle commencé, sachant qu'aucun décès n'a été signalé ni aucun cas international et que le potentiel de transmission interhumain n'a pas été évalué à ce moment-là. Entre-temps, le nouveau virus a été identifié comme étant le SRAS coronavirus. Cela signifie donc que l'identification de ce nouveau virus relève du règlement sanitaire international. Cela nécessite un rapport officiel de l'OMS et le directeur général est obligé de constituer un comité d'urgence en vertu des règles internationales. Une fois que cette notification officielle a été reçue, il est donc légalement obligé de constituer le comité d'urgence. Et là, ça devient intéressant. Dans le même temps, le professeur Drosten et d'autres personnes ont travaillé intensément au sein de la présidence pour fournir à l'OMS un test de diagnostic, par exemple, via la méthode PCR pour ce nouveau virus. Le professeur Drosten a également été le chercheur le plus mis en avant en 2003 lorsque le nouveau coronavirus du SRAS a été identifié et depuis lors, il a été nommé expert de l'OMS. Son premier protocole a été officiellement remis à l'OMS le 13 janvier 2020, ce qui implique qu'il avait bien sûr travaillé avant cette date de soumission et l'OMS a immédiatement recueilli ce premier protocole de cet essai. Plus tard, cet essai a été un peu révisé et finalement publié dans l'Eurosurveillance Tour le 23 janvier. Il a également contribué à l'orientation provisoire de l'OMS qu'ils ont fait le 10 janvier et cette orientation provisoire a été publiée. Vous pourrez avoir plus d'informations plus tard si vous voulez, mais ça devient compliqué. Ce guide d'information a été publié dans le cadre d'un ensemble complet d'environ 10 documents d'orientation de l'OMS à destination des pays couvrant des sujets liés à la gestion d'une épidémie de la nouvelle souche du coronavirus. Donc, le 10 janvier, un ensemble complet de documents avait déjà été publié à ce moment-là, ce qui est intéressant. Alors qu'il n'y avait littéralement aucun cas, à l'exception des 44 cas. Et ça a été publié officiellement, pourtant il faut beaucoup de temps pour que l'OMS publie quelque chose, parce que cela doit être approuvé. Il est important de noter que, comme toute demande liée au SARS coronavirus ou notification officielle, le directeur général a dû convoquer un comité d'urgence Covid-19 comme une obligation légale. Vous pouvez trouver sur le site de l'OMS les experts qui sont dans ce comité et lire leur CV.
Ce comité d'urgence conseille le directeur général quand il déclare qu'une urgence de santé publique de portée internationale existe. C'est une autorité exécutive du directeur général en conformité avec les principes juridiques énoncés en vertu des règles internationales. La première réunion s'est tenue le 22 janvier et les experts ne sont pas tombés d'accord sur l'existence ou non d'une urgence de santé publique de portée internationale. Et ils ont convenu qu'il n'y avait pas de propagation internationale de l'épidémie du nouveau coronavirus. Il y avait alors 17 décès et 557 cas confirmés le 22 janvier. Ils ont donc décidé que 10 jours plus tard, ils se réuniraient à nouveau et se consulteraient pour évaluer la situation actuelle des nouveaux cas. C'est ce qu'ils ont fait le 30 janvier. Et à ce moment-là, les cas en sont passés de plus de 500 à 14 fois plus, soit 7 711 cas confirmés et 12 167 cas suspects. Tout cela figure dans la déclaration du second comité d'urgence de l'OMS dans les informations officielles que vous pouvez consulter vous-même. Est-ce que les cas sont définis par des résultats de tests positifs? Eh bien, les cas sont définis ainsi selon l'essai du professeur Drosten, parce que c'était une publication officielle diffusée le 13 janvier. Et il a également été intégré dans le guide publié plus tard, intitulé « Test de laboratoire pour les cas suspects de coronavirus ». Ces documents sont toujours en ligne sur le site de l'OMS. Parfois, on les supprime, mais ceux-là sont toujours en ligne et peuvent toujours être consultés. Et c'est toujours une référence à Drosten et à sa publication. Quand a eu lieu la première réunion d'urgence et quand a eu lieu la seconde? La première a eu lieu le 22 janvier et ils se sont mis d'accord pour ne pas y assister. Ils n'avaient pas assez de cas parce qu'il n'y avait que 555 ou 557 cas. Et il n'y avait pas de propagation internationale et la propagation internationale est une condition préalable pour parler d'urgence sanitaire publique. Donc, ils ont dû attendre 10 jours et à ce moment, les cas avaient été multipliés par 14, le tout détecté par diagnostic rapide. Le comité a mentionné ces diagnostics rapides dans leur déclaration et se sont satisfaits de leur utilisation et a permis de diagnostiquer cette nouvelle menace appelée SARS-CoV-2. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que Drosten a livré son kit de test à l'Organisation mondiale de la santé et grâce à l'utilisation de son nouveau test, tout d'un coup, nous avions 14 fois le nombre de cas qui existaient avant qu'il utilise son test. C'est ce que disent les documents. Je voudrais faire une remarque à ce sujet, parce que nous avons également des informations provenant du Freedom of Information Act que nous avons fait avec la Charité. Et vous savez, il s'avère qu'en fait, la société Tib Molbiol a produit et développé le test avec Drosten. Ils ont été répertoriés comme tels, et ils s'occupaient essentiellement de la logistique dont la Charité a parlé. Quand quelqu'un entrait en contact avec Drosten, les nouveaux pays savaient que Drosten était en charge de développer ces tests, conformément au kit d'information émis par l'OMS. Les essais de tests. Les essais de tests. Envoyés par l'OMS aux États membres, car c'était alors une directive officielle. Mais il y avait un échange d'informations entre Drosten et Tib Molbiol. Ils pouvaient échanger, et puis Tib Molbiol pouvait expédier pour Drosten ou pour d'autres. Donc ils avaient les cartes en main et pouvaient expédier des tests dans le monde entier. Ça ne passait pas par l'OMS à mon avis, mais par cette connexion, et cela leur donnait un avantage.
Ce que ça signifie, c'est que les cas de contamination dont ils avaient besoin pour déclarer un état d'urgence sanitaire international, ces cas sont arrivés à cause des tests. C'est exact? Il leur fallait au moins des contaminations internationales et ils devaient les diagnostiquer. Et sans test de diagnostic, ce n'était pas possible. Or, le seul qui a donné ces tests est désigné dans le document sous le nom de Drosten. C'est ce que disent les documents. Sans ces tests, l'OMS, 10 jours plus tard, aurait encore eu probablement 44 cas, ou peut-être 500 cas, mais pas 15 fois plus. S'il n'y a pas de test, vous ne pouvez pas parler de nouveaux virus. C'est là le problème. La chose vraiment importante que tout le monde devrait savoir est la proclamation d'une urgence de santé publique de portée internationale, parce que c'est lié à la fabrication de vaccins. C'est en fait la seule chose la plus importante que toute personne légale ou quiconque devrait savoir, ce n'est pas la pandémie. Il n'y a aucune conséquence légale si l'OMS proclame ou définit une pandémie. C'est juste intéressant pour les médias, mais l'urgence de santé publique est liée à la réglementation et à l'autorisation d'utilisation d'urgence. Sans une urgence de santé publique de portée internationale, il ne peut y avoir aucune utilisation de médicaments non testés comme les vaccins. C'est vrai parce que toutes les lois secondaires, comme celle de l'UE, de la FDA ou aux États-Unis, utilisent le concept d'urgence de santé publique également proclamé par l'OMS. Ok. Virginie veut poser une question. Oui, Madame Brerendt. Virginie de Arrojo, avocate en France. Je voudrais confirmer avec vous que Monsieur Bill Gates a fait pression sur l'OMS pour déclarer la pandémie et que nous savons aussi que Charity, qui est liée à Drosten, a développé ces tests avec le financement de la Fondation Bill et Melinda Gates et Wellcome Trust. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer cela. Peut-être, Astrid, je ne suis pas très au courant du financement, je suis plutôt sur les questions de réglementation. C'est une bonne question. Ce que nous pouvons confirmer, et c'est ce que j'allais vous expliquer, c'est qu'il y a vraiment un plan depuis 2000, peut-être même avant, 1999. Il y a un plan que vous pouvez voir chronologiquement avec les événements, qui consiste à monter l'organisation Gavi, l'Alliance pour les vaccins de l'UNICEF, pour commencer à rejoindre les Nations Unies. Pas seulement avec l'UNICEF, mais avec la Banque mondiale et l'OMS, par le biais d'un financement IFFM, l'International Financing Facility Immunization. Ils ont donc fait un trio. C'était en 2006. Ils ont commencé cela et en même temps, Gavi est devenue une alliance globale en Suisse, en tant que fondation. Ils se sont donc enregistrés en 2006. Dans le même temps, ils ont formé un accord tripartite entre la Banque mondiale, l'OMS et Gavi pour recevoir le financement des États membres. Vous pouvez trouver cela sur le web. Donc, c'était la première étape. Et comme vous le savez, en 2006, la réglementation sanitaire internationale a commencé à être dans la phase de mise en œuvre. Et ce que nous pouvons découvrir, c'est qu'en suivant ce qu'elle fait, je vais aller à l'essentiel. En 2009, elle s'est enregistrée en tant qu'organisation internationale en Suisse, d'un nouveau type. Et nous avons eu un communiqué de presse du gouvernement suisse qui montre qu'elle a été créée spécifiquement pour M. Bill Gates. Cette organisation internationale aurait une immunité totale. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas l'envoyer au tribunal. Ils font leur propre tribunal s'ils ont un désaccord. Et à partir de là, ça a commencé. Nous avons les documents de l'OMS, le logo. Ils ont des conseils exécutifs. J'ai découvert récemment qu'on peut tout trouver sur le web, donc on peut trouver ça. Ils ont choisi la décennie 2010-2020 comme la décennie du vaccin.
Et nous avons mis en œuvre des réglementations sanitaires, parce qu'il a fallu instruire et former les pays pour qu'ils soient prêts. Et nous avons terminé le premier cycle en 2012. De 2009 à 2012, nous avons reçu l'université de Georgetown, l'université de Pretoria, et j'étais avec l'université de Genève. Et à ce moment-là, quand nous avons fini le cycle, nous avons reçu des fonds à nouveau du Japon. Et soudain, ça s'est arrêté. Ils ont dit qu'il n'y avait plus de fonds. Pourtant, nous avions presque un contrat signé. J'ai découvert pourquoi. Parce qu'en 2012, à l'Assemblée mondiale de la santé, ils ont désigné Bill Gates comme chef de file du plan d'action mondial pour les vaccins 2012-2020. Donc tout c'est clair. À partir de ce moment, il était aux commandes. Et c'est mentionné. Ils savent que Gavi est le leader de tout ce qui concerne les vaccins. Et plus seulement pour les enfants comme avec l'UNICEF, pour le monde entier. Donc vous pouvez le voir, c'est une preuve suffisante qu'il y a au moins un plan. Et ça continue. Bill Gates est dans un groupe de travail, SAGE, le groupe consultatif des experts stratégiques. Et ils ont même, c'est très drôle, enfin non, ce n'est pas drôle, mais ils ont même fait en 2016 un rapport d'évaluation de ce plan d'action mondial pour les vaccins 2012-2020. Et en 2016, ils étaient très énervés parce qu'ils n'ont pas immunisé le monde entier. Pour eux, l'immunisation, c'est la vaccination. Ils prendraient n'importe quel prétexte pour vacciner et ne parlent pas d'expérimentation ou de validation. Ils ne parlent que du vaccin, bien sûr. Et en 2016, on voit vraiment qu'ils ne sont pas contents. Monsieur Gavi Global dit que nous devons vraiment faire un effort. Donc, ils ont fait un programme qui s'appelle le programme accélérateur pour les vaccins. Voilà. Donc, c'est au moins une partie des étapes que vous pouvez voir très clairement. Tout est sur le web, sans parler du financement, dont je peux parler aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qui a reçu l'immunité diplomatique en 2009? Était-ce Gavi ou la fondation Bill et Melinda Gates? Ou était-ce un Bill Gates personnellement? Ou tous ces gens? C'est vraiment Gavi Alliance, la fondation Gavi. Mais ils ont enlevé le nom de fondation. Et dans l'accord, c'est bien Gavi, l'Alliance globale pour la vaccination. Oui, je peux trouver le terme exact dans mon papier. Mais la fondation Bill et Melinda Gates, d'après ce que je découvre de plus en plus, c'est plutôt le mécanisme financier, le financement ou la réception des fonds pour les programmes. Et j'ai découvert encore une fois que le gouvernement suisse, la FDA de la Suisse, a signé un accord pour la période 2020-2023 pour fournir à la Bill et Melinda Gates Foundation 900 000 $ en 3 ans. Donc 300 000 chaque année pour son programme, son projet. Et vous ne pouvez pas voir ça dans le papier. Vous devez aller chercher dans les projets. Je n'y suis pas allée, mais ça concerne le vaccin. Donc je suppose que lorsqu'on prend le modèle suisse, ou comme Sylvia l'a dit, la mécanique entre la réglementation nationale et internationale, on applique ce système comme un modèle partout dans le monde. Et la loi sur les épidémies d'un pays est contrainte par les règlements de santé internationaux. Nous avons constaté qu'en Suisse, même la Constitution suisse contient une petite ligne qu'ils ont ajoutée sans nous demander notre avis, qui dit que le droit international supplante le droit national en matière de santé. Et puis, vous pouvez voir cela dans la loi sur les épidémies qui a été adoptée en 2016. Donc, probablement dans tous les pays. Il faudrait vérifier. J'en suis presque sûre. On l'a vu au Canada. Il y a une loi sur les épidémies ou une loi d'urgence qui dit aux pays qu'ils doivent obéir au règlement sanitaire international. Et donc, si une urgence de santé internationale est déclarée, chaque pays doit se mettre immédiatement à obéir.
Et c'est ce qui explique pourquoi, le 16 ou le 17 mars, le monde entier s'est verrouillé. C'est une situation compréhensible, avec ce règlement sanitaire international. Avec le SARS-CoV-1, ça ne s'était pas passé comme ça, que soudainement le virus soit partout. Mais c'est ce qui se passe avec Omicron. Ça commence en Afrique du Sud et le jour suivant, c'est dans le monde entier. Oui, mais est-ce qu'il y a, en ce qui concerne le règlement sanitaire international, Sylvia et Astrid, est-ce qu'il y a une légitimité démocratique à ce règlement sanitaire international? Est-ce que ceux qui ont inventé ces règles sanitaires internationales ont été élus à un poste quelconque? Y a-t-il une quelconque légitimité démocratique à cela? Ou s'agit-il simplement d'une entreprise privée, dirigée par des personnes qui contrôlent l'Organisation mondiale de la santé? Je peux répondre à votre première question et ensuite Sylvia pourra compléter. Quand nous enseignions et formions au sujet du règlement sanitaire international, c'était la question qui revenait très souvent. Comment se fait-il que cela soit contraignant pour les États membres? Et c'était une réponse extraordinaire, qui vous expliquera à quel point il est important de regarder ce nouveau traité sur la pandémie. L'OMS, et j'ai vraiment fouillé et fouillé, est le seul programme spécialisé des Nations Unies ou la seule agence qui possède une constitution. La constitution de l'OMS. Pas convention, constitution. Les articles 21, 19, 21.1 et 21.2 engagent directement les États membres s'ils adoptent le règlement sanitaire international. Donc ils n'ont pas besoin de passer par toute la procédure du traité. C'est pour cela que c'est très dangereux, car cette constitution semble destinée à remplacer toutes les constitutions du monde. Autrement, pourquoi utiliser le mot constitution ? Et donc la réponse des juristes de l'OMS a toujours été « Oh, nous avons adopté ça à l'Assemblée générale 2005 sous la constitution de l'OMS, article 21A et article 2. » Oui, mais ce qui est drôle, et ce n'est pas drôle du tout, c'est que ceux qui ont créé les règlements sanitaires internationaux n'ont pas été élus ou ne possèdent aucune autorité. Ou bien existe-t-il un lien entre les peuples des États membres, pas leur gouvernement, le peuple des États membres et ces règlements sanitaires internationaux, ou bien n'y a-t-il que la Constitution qu'ils ont eux-mêmes inventée? Alors, permettez-moi d'expliquer les rouages des Nations Unies. Et c'est presque pareil pour toutes ces grandes agences, comme le Bureau international du travail, l'ITU, télécommunications pour les réfugiés. Chaque année, vous avez une assemblée mondiale, comme pour une ONG. Une assemblée mondiale de la santé se déroule chaque année aux Nations Unies à Genève, en mai, la 3e semaine de mai. Tous les États membres ont leur petit siège et sont réunis. Ils ont un programme et décident ensemble de celui du monde. Normalement, s'il faut prendre une décision importante, ils ne sont que des représentants de l'Assemblée générale des Nations unies. Ils doivent donc s'adresser à l'Assemblée générale et obtenir la bénédiction du secrétaire général, le chef des Nations unies, qui, lui, doit donner sa bénédiction à l'OMS. Je ne vois pas cela dans le cas de la réglementation internationale de la santé. Si c'est une piste, un indice. J'ajoute à cela les règlements internationaux en matière de santé, car nous avons commencé vers 18h15 il y a quelques heures. Et c'est un régime très intéressant parce que ce traité international remonte aux conventions sanitaires de 1850. C'est donc l'un des plus anciens régimes juridiques internationaux qui a été repris par l'OMS et qui a été reconnu dans la constitution de l'OMS. Parce qu'ils avaient déjà à l'esprit, et c'est très vrai, qu'ils voulaient instaurer un régime réglementaire de procédure accélérée. Ils ont donc mis en place un
processus réglementaire qui stipule que, dans le cadre des règlements relatifs aux pertes sanitaires, qui sont à présent les pertes liées à la pandémie, auxquelles vous pouvez vous référer, les États membres doivent choisir de participer ou non. Ainsi, en vertu de la résolution adoptée, un traité international doit entrer en vigueur dans l'État membre, sinon celui-ci doit se retirer volontairement. C'est donc le processus inverse du droit international. Et c'est un élément très singulier. Et je pense qu'aucune autre organisation internationale, et je n'ai trouvé aucune autre organisation internationale possédant cette capacité. Mais ce qu'ils ont réalisé est démocratique car il s'agissait d'un processus de négociation intergouvernementale. Ce qui est intéressant, c'est uniquement à cause de l'émergence du SRAS. Ils ont développé cette nouvelle idéologie adaptée de l'idée de sécurité sanitaire globale, selon laquelle ce ne sont pas les maladies endémiques qui sont dévastatrices pour la population, mais seulement les nouvelles maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement médical. Ils ont donc inséré ce nouveau concept dans les anciennes lois qui avaient toujours existé, l'OMS existait dans le monde. Ils ont donc adopté ce tout nouveau concept, oui, une idéologie. Et c'est la situation extrêmement frappante que nous vivons maintenant. Et cela a été adopté sous forme de résolution. Et point intéressant, il s'agit d'un traité international et l'OMS n'en fait pas partie. Elle est seulement liée par la résolution de divers autres traités internationaux, comme la Convention cadre pour la lutte anti-tabac, dont l'OMS est signataire. C'est donc une loi internationale un peu délicate. Je ne comprends toujours pas. Je ne vois pas de lien entre moi, mes compatriotes, et ces règlements sanitaires internationaux. C'est le problème du droit international. Eh bien, pas vraiment. Je pense que c'est assez unique. Parce que les États membres l'ont adopté. Ils ont donné leur accord en 2005. Ils ont tous dit qu'ils souhaitaient ce nouveau type de règles en droit international. Et maintenant, ils sont obligés de l'appliquer au niveau national ou depuis 2007. C'est entré en vigueur et ils sont tenus de l'appliquer. Et par exemple, l'Autriche, je vis en Autriche. Notre constitution ne comporte pas de clause d'urgence. Et nous n'avons pas adopté de loi sanitaire, nos lois épidémiologiques. Il n'y a pas de clause d'urgence et nous avons toujours le même système. C'est ce que je dis toujours. Quel que soit le système juridique et la constitution des pays, évidemment, le système peut avoir un impact sur n'importe quel pays et n'importe quel système constitutionnel et régime juridique. C'est possible. Avec ou sans clause d'urgence, ils appliquent les règles d'urgence. C'est ce que je vois, du moins, c'est mon opinion. C'est comme pour les objectifs de développement du millénaire et les objectifs de développement durable qui semblaient correspondre, vous savez, de 2000 à 2015 et 2015 à 2030. Avec les objectifs de développement durable qu'ils ont créés, ils mettent en place tout un mécanisme là autour. Et cela devient de plus en plus obscur. Et il est de plus en plus difficile de savoir à quel point nos citoyens décident vraiment. Et nous ne décidons plus rien, parce que ça devient tellement complexe et opaque. Nous devons absolument reconquérir notre souveraineté. C'est la conclusion que j'en tire. Parce que même si l'UE veut proposer une nouvelle loi, par exemple, elle peut décider d'introduire ces lois. Mais à moins que les États membres ne la ratifient dans leur propre pays, elle ne devient pas une loi dans leur pays. C'est donc assez surprenant pour moi. Et je pense à tous ces juristes qui devraient aussi être au courant de ces questions. C'est très inquiétant, je pense. Et l'UE a créé cette agence ERA qui est similaire mais probablement beaucoup plus coercitive et c'est un énorme problème. Et ils ne possèdent aucune autorité en matière de santé, mais ils prétendent quand même l'avoir. Ils créent les agences et ils nous donnent les instructions sans processus démocratique. HERA est l'acronyme de Health Emergency Response Agency. Et n'y a-t-il pas une rumeur selon laquelle, si les gouvernements des États membres de l'UE s'effondrent, ils prendront le relais avec une sorte de mini-gouvernement mondial sous la Commission européenne? Est-ce que cela semble plausible?
Je n'en ai aucune idée, mais je suis sûr qu'il en serait ravi. Oui, c'est l'idée de ce traité sur la pandémie. Parce que ce traité sur la pandémie contient des articles, à la fin, qui disent qu'avec la constitution de l'OMS, nous n'avons pas besoin d'autres constitutions en tant qu'États membres. Et non seulement il diminue le pouvoir des États membres, ce qui est la raison de l'existence des Nations Unies, mais ils ont invité un tas d'acteurs non étatiques, comme ils les appellent, les ONG, Gavi, les ONG intergouvernementales, les organisations internationales, parce que vous pouvez utiliser beaucoup de choses. Bill et Melinda Gates pourraient être une ONG, et puis ils ont différentes activités. La Fondation Rockefeller, je les ai rencontrés à l'OMS. Ils viennent, ils participent à des réunions, et ce sont des ONG. Nous ne savons pas qui elles sont. Les acteurs non étatiques sont donc également invités à participer à ce nouveau traité, qui reprendrait littéralement, par le biais de la constitution de l'OMS, une constitution mondiale en cas de pandémie. En fin de compte, nous sommes en présence d'associations privées, voire de particuliers, qui prennent le contrôle de nos gouvernements nationaux par le biais de l'Organisation mondiale de la santé et qui utilisent la santé comme un levier pour faire ce qu'ils veulent. Oui, on pourrait dire cela parce que le partenariat public-privé a été utilisé. Vous pouvez le voir à travers le financement. Parce que Gavi et les partenaires privés ont commencé à envahir et à interférer dans l'ensemble des Nations Unies. En fait, je me suis penchée sur cette question lors de l'organisation des journées portes ouvertes, de l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies, pendant 2 jours, etc. J'ai donc découvert nombre d'organisations dont personne n'entend parler. Et l'une d'entre elles est une entité privée, appelée le Pacte mondial des Nations Unies. Le Pacte mondial des Nations Unies ne concerne que le secteur privé. Et ils peuvent, par exemple, financer. Je veux dire, c'est ouvert au partenariat. Oui, et juste pour compléter cela, la mise en œuvre du règlement sanitaire international, c'est très étrange parce que c'est fait par des évaluations externes de Trump effectuées par Global Health Security Agenda de la sécurité sanitaire mondiale. Et si vous regardez leur page web, vous verrez qu'ils ont un consortium privé. Et vous ne savez pas, vous n'avez aucune information quel consortium privé fait ça. Mais vous savez que ces évaluateurs externes vont en Allemagne, vont dans tous les pays. Cela figure même sur le site web du RKI. Et ils chantent à quel point c'est fantastique, mais ils ne disent pas que c'est mis en œuvre par des entités privées. Vous ne savez pas. Je ne veux donc pas de loi exécutée par des entités privées. C'est absolument contraire à la démocratie. Et ils en sont très fiers. Très fiers. C'est bizarre. Si je comprends bien, il n'y a pas de conseillers privés qui travaillent aussi avec l'OMS comme McKinsey et Centure. Ils sont aussi le bras de la fondation Bill Gates. Oui, c'est une bonne question. En fait, j'ai cherché le lien entre McKinsey et l'OMS, parce que nous savons qu'ils créent la communication. Et je pense qu'ils l'ont placé sous quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place. Un panel intergouvernemental. Quel est le titre exact? Panel intergouvernemental pour ce traité, pour négocier. Réseau de négociation intergouvernementale, quelque chose comme ça. Donc, cela vient de se dérouler au Conseil exécutif. C'est un peu inquiétant, parce que je pense que toutes ces agences de communication sont noyées là-dedans. Il n'y en a pas qu'une. Qu'est-ce que ce traité ajoute à la situation actuelle? Eh bien, le traité est vraiment mythique. Je viens d'entendre l'ancien conseiller juridique de l'OMS en parler. C'est disponible sur Internet. Et c'est très politique. C'est probablement le partisan le plus féroce est Charles Michel. Il a suggéré ce traité à l'Union européenne. Une fois que ce traité, les États-Unis sont une sorte de poster, ils ont proposé que le RH soit
renforcés. Le problème sera donc un monde à double voie, car il se précipite sur un traité. Seul un petit nombre de signataires le signeront, alors que les RH sont un outil universellement reconnu. Et nous n'avons pas mentionné qu'il contiendrait en fait de bons aspects qui sont négligés et violés. Il comporte une clause de mise en œuvre des droits de l'homme qui n'est pas respectée, carrément violée. Il y a donc eu des compromis à la fin lorsqu'ils ont adopté la résolution. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas mentionnés et personne ne le fait. Aucun tribunal, vous savez, ne trouve une violation de ceci. Le problème est donc que ce qu'ils aimeraient mettre en place, c'est en amont et en aval de l'industrie pharmaceutique, probablement parce que le champ d'application du traité n'est même pas clair. La seule chose est que cela suscite beaucoup de communication. Le directeur général est un très grand partisan de ce traité parce qu'il est très politique d'une certaine manière. Et c'est très très étrange ce genre d'intention qui se cache derrière ça. Et on y fait appel pour la préparation et la réponse. Donc ce que nous savons, c'est qu'ils ont inventé une nouvelle procédure qui est aussi problématique. C'est ce qu'on appelle l'utilisation d'urgence de la récession par l'OMS. C'est une très grosse entreprise, Big Pharma, qui peut s'adresser à l'OMS et dire « Je suis en train d'inventer un nouveau produit pharmaceutique et un nouvel ensemble de diagnostics pour ce type de maladie, pour cette urgence de santé publique. Et nous aimerions que vous l'inscriviez sur notre liste et ensuite celui qui l'inscrit sur la liste ajoute une clause de non-responsabilité indiquant qu'il n'y a aucune garantie et aucune approbation de l'OMS. Et si quelqu'un meurt, ce n'est pas la faute de l'OMS, ce n'est qu'une liste. » Et puis Gavi prend cette liste et dit « Oh, nous pouvons l'exporter dans le monde entier, même sans autorité médicale rigoureuse et très compétente. Nous avons cette liste de l'OMS, maintenant nous pouvons l'offrir au monde entier. » C'est ce qu'ils font. Dans les traités de Gavi et de l'Alliance pour le vaccin, ce centre COVAX, comme on l'appelle, le troisième pilote de cet accélérateur ACT. Donc aujourd'hui, on aimerait probablement trouver de meilleurs moyens de réglementation pour que le fait que les grandes entreprises pharmaceutiques s'adressent à une organisation internationale devienne un processus normal. Mais il s'agit en fait d'un traité de droit international privé, pas de droit international public. Parce que le problème de droit international coutumier n'est pas reconnu. Son cas d'utilisation ius cogens, loi impérieuse, ça veut dire que c'est une norme à laquelle vous ne pouvez pas déroger, qu'il n'existe aucun traitement médical, quel qu'il soit, proprement sans votre consentement. Donc oui, c'est un énorme problème. Nous avons donc appris ce soir de la part de tous les autres experts, y compris bien sûr des 3 qui ont témoigné au début de cette session, que par exemple, au Royaume-Uni, les soins de santé ont été largement privatisés. Ils sont contrôlés par des groupes privés, voire des organisations caritatives privées. Nous avons appris que grâce à cette privatisation, même leur système psychiatrique a été privatisé. Des privés se trouvent derrière tout ça. Et c'est comme ça qu'ils contrôlent tout. Ils créent même leur propre futur leader, à l'instar du Forum économique mondial. Cela signifie qu'ils disposent de leurs propres membres, à qui ils semblent dire ce qu'ils doivent faire, à des postes de pouvoir au sein du gouvernement. Maintenant, si je regarde l'OMS, il y a un homme du nom de Tedros. C'est le directeur général. Qui est-il ? J'ai lu dans les journaux que dans son propre pays, les gens sont... et qu'une plainte pénale a été déposée contre lui pour génocide. Est-ce la marionnette typique, disons, que les entités privées qui dirigent le spectacle de la santé utilisent pour atteindre leurs objectifs ? Non, je dois dire que je n'ai jamais vu un tel directeur général. J'en ai connu beaucoup. Je sais aussi de l'intérieur que le personnel était très mécontent de lui. Et ils ont demandé sa démission. Et bien sûr, cela ne s'est jamais produit. Donc oui.
Et un autre scoop, si je ne l'ai pas déjà dit, est que le conseil d'administration de la fondation Gavi, vous pouvez voir les noms des personnes qui ont fait partie de Gavi, eh bien, Tedros a fait partie de Gavi avant même d'être élu directeur général. Conflit d'intérêts. Il a donc fait partie du conseil d'administration entre, je l'ai écrit ici, le 22 janvier 2009 et septembre 2011. C'est l'un d'entre eux. Et l'autre personne en conflit d'intérêts, la présidente de l'Irlande, qui était à la tête de la Commission des droits de l'homme, je la connais, mais je suis très surprise qu'elle ait été là avec le président, avec même la signature de Gavi, de novembre 2008 à septembre 2011. Je peux vous donner les papiers, pas de problème. Vous savez, c'est très précis. Du 25 novembre 2008 au 14 septembre 2011. Donc vous voyez, il y a beaucoup de noms que je ne connais pas. Et je suis sûre que vous y trouverez de nombreux noms que vous pouvez peut-être aussi trouver dans vos pays. Parce que les représentants de pays siègent à Gavi, avant même d'être en poste. Il est donc clair qu'il était déjà lié à Bill Gates. Donc, où que vous regardiez, vous voyez des conflits d'intérêts. Debbie et Anna lèvent la main. Oui, j'ai vérifié pour voir quels sont les pays membres de l'OMS. J'en vois beaucoup, beaucoup en fait. Je n'en vois aucun que je ne reconnais pas. Combien de pays? 194? Y a-t-il des pays qui ne sont pas membres de l'OMS? Pour le moment, je pense les États-Unis... Ah non, ils sont revenus. Non, le Vatican est un observateur aux Nations Unies, comme vous le savez peut-être, ou pas. Et c'est aussi un sujet que je voulais aborder quand vous parlez des valeurs, de la religion, d'opérations psychologiques. Oui, donc ce sont des observateurs et ils sont partout. Les autres religions siègent en général au Conseil mondial des Églises, juste en face du grand bâtiment de Bill Gates, qu'il a construit avec notre argent suisse en 3 ans. Je veux dire, vous devez le savoir. Oh, c'était une question, alors j'ai répondu. Il n'y a donc pas de pays qui ne soit pas membre. Le Vatican est peut-être un observateur, mais n'est pas un membre. Mais... Non, je ne sais pas s'il y en a. Sylvia, que diriez-vous? Même s'il y en avait 196. Votre son est coupé, Sylvia. Il y en a donc 196 dans le règlement sanitaire international parce que le Vatican et le Liechtenstein ne sont pas membres de l'OMS, mais ils sont signataires du règlement sanitaire international. Debbie a levé la main. Je voudrais juste ajouter quelque chose qui pourrait être intéressant sur le plan juridique. Dans l'annexe, dans les notes à la fin de ce règlement sanitaire international de 2005, 2 pays ont émis des réserves, disant qu'ils n'étaient pas entièrement d'accord avec ce règlement, parce qu'ils voulaient appliquer leur sécurité globale au niveau national. Et vous devinez de qui il s'agit. Les États-Unis et l'Iran. Il est donc intéressant de voir que 2 pays ont réussi à émettre une réserve à ce sujet. Comment se fait-il que les autres ne l'aient pas fait? C'est parce que leur peuple n'a pas encore parlé, mais il le fera. Debbie? Debbie Evans à 5h21 52 secondes. Oh, merci. Je voudrais juste mentionner très rapidement. Lorsque vous avez parlé du Royaume-Uni, que nous avons également un sérieux problème ici avec les personnes non vaccinées, car toute personne admise à l'hôpital positive au Covid-19 semble ou semblerait être placée dans un programme de soins de fin de vie accéléré. Et il semble que l'on administre aux patients du midazolam et de la morphine. Et ce, sans leur consentement, sans le consentement de leur famille. Ces décisions sont prises par les praticiens seuls. Et les familles et le patient n'ont rien à dire. Je voulais donc m'assurer d'inclure les victimes de ce désastre absolu qui ne sont pas vaccinées. Et aussi, juste pour attirer votre attention sur le CEPI. Il a été fondé en 2017. Et CEPI et Gavi ont travaillé en étroite collaboration, en fait, financièrement très proches. Et lorsque le CEPI a été lancé en 2017,
Bill Gates, lors du lancement du Forum économique mondial, a déclaré qu'en gros, ils allaient supprimer la sécurité des essais cliniques. Et ce serait seulement, et il l'a dit sans détour, Et en fait, la colonne de nouvelles du Royaume-Uni l'a relaté. Mais Bill Gates a déclaré que les données relatives à la sécurité et à la fabrication seraient réduites, ce qui permettrait à la mission des 100 jours d'aller de l'avant et de déployer les vaccins dans les 100 jours suivant la déclaration de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Je tenais donc à le mentionner. Et aussi, concernant Whitney, qui parlait plutôt de la DARPA, nous avons notre propre DARPA en version diluée. Si vous voulez, nous avons la nôtre, mais nous avons aussi Wellcome Leap, sur lequel Whitney a obtenu beaucoup d'informations quand il s'agit d'acheter des armes et de fabriquer des produits biochimiques. Et je vais aussi juste revenir sur le brevet, parce que le brevet de Rothschild de 2015, si vous regardez le document complet, tout ce que nous voyons aujourd'hui fait partie de ce brevet qui a été approuvé en 2020. Mais on lui a donné la priorité en 2015. Il a donc été rédigé en 2015. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout ce qui se trouve dans ce brevet. De sorte qu'avec la pandémie de SPARS et la pandémie de SPARS 2025 à 2028, il y a un coronavirus. Et certains des noms sont les mêmes que dans le scénario futuriste de John Hopkins, comme Corovax. Cela présente donc beaucoup de similitudes, et je sais que nous avons parlé, vous avez parlé de parallèles, mais je voudrais juste rappeler aux gens que SPARS pandémie 2025 à 2028 donne une répartition mensuelle. Et si vous regardez, quand nous avons commencé en mars, quand nous avons eu le premier cas, dans notre pays en tout cas, ou en décembre à Wuhan, cela progresse littéralement mois par mois. La prédiction pour l'avenir semble donc être la résistance aux antimicrobiens, ce qui est déjà écrit dans le SPARS. Et nous constatons que de nombreuses personnes dans ce pays ne sont pas en mesure d'accéder à des antibiotiques et que les généralistes et les médecins ici ne veulent pas en prescrire. Je voulais juste ajouter ça. Merci. Nous avons donc de nombreuses raisons de nous inquiéter de notre souveraineté. L'une d'entre elles, et non la moindre, est le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé. Cela semble être le thème principal. Il s'agit de la manière dont, par le biais de leur constitution et de la révision du règlement sanitaire international, ils semblent essayer de prendre le contrôle du reste du monde, y compris, bien sûr, de l'ensemble des 196 États membres. Cette évaluation est-elle correcte? Oui, du moins je le pense. Car dans la première partie de mon expertise, j'ai souligné que cet agenda incluait des aspects militaires, mais il n'avait pas été nommé. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenant une sorte de réponse à la pandémie non médicale, disproportionnée et politique. Et nous ne nous en rendons pas compte. Parce qu'ils ont inclus ce scénario bioterroriste et ont adapté le langage de la sécurité sanitaire mondiale. C'est aussi ce centre de biodéfense civile ou quelque chose comme ça, au temps de Dark Winter. Ça s'appelait John Hopkins Global Earth Security Center, Centre pour la biodéfense civile, je crois que c'était le nom correct. Ils avaient aussi un journal appelé Bioterrorisme ou Biodéfense. Et maintenant, il s'appelle Global Earth Security, Sécurité sanitaire mondiale. Nous ne devons donc pas oublier que le travail sur la biodéfense peut continuer, du moins. C'est donc bien plus politique, comme en conviennent les politiciens eux-mêmes. J'ajouterai 2 points. D'une part, nous devrions nous inquiéter de l'ensemble des Nations Unies, car les objectifs de développement durable sont 17 objectifs et 169 cibles. C'est l'agenda 2030. Et tout cela est imbriqué, surtout avec le changement climatique, par exemple. Mais il faudrait examiner de nombreux autres mécanismes. Le second, l'Alliance des Nations Unies pour le financement des SDG, de quoi s'agit-il? Quand vous creusez, vous découvrez de nombreux éléments très mystérieux que nous devons comprendre.
Mais l'autre point qui pourrait vous intéresser, rappelez-vous que la pandémie, ou l'urgence de santé publique de portée internationale, comporte 4 typologies. Je prenais en charge les études de cas, et il était très important de les distinguer. Et c'est ce que nous devrions faire avec ce qui se passe maintenant. Parce que nous sommes tous concentrés sur le facteur biologique. Mais en fait, le premier est la biologie infectieuse. Le second est la biologie alimentaire. Et il y a toute une organisation là derrière, qui s'appelle Infostan. Le troisième est chimique. Et le chimique, c'est le mercure, peut-être le métal, etc. Et j'invitais un expert, Carsten Gutschmidt, un Allemand. Il présentait toujours de très bons rapports, mais il était très difficile de trouver des experts là-bas. Et la quatrième, qui est très importante, vous allez voir pourquoi, c'est la radiation radionucléaire. Et c'est encore plus difficile de trouver des experts. Et je m'en rends compte parce que dans nos cours, nous avons invité des personnes qui s'occupent de cela. Il s'agit de l'Agence internationale de l'énergie atomique basée à Vienne. Des experts en matière de radionucléaire. Tchernobyl, Fukushima, ils sont les premiers concernés. Et ce qui m'a choqué lorsque nous faisions les études de cas de Fukushima, nous avions également demandé ce que l'OMS avait fait. Et ils ont dit non, l'OMS n'a pas été autorisée à accéder à Fukushima. Le visa leur a été refusé, parce que le premier à être présent est l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et ce qui est très étrange, c'est qu'ils ont un accord, ou en tout cas une déclaration écrite, qui leur donne le pouvoir sur l'OMS. Je suis donc allée voir ce qu'ils font avec le Covid aujourd'hui même. Je suis donc très heureuse ou très effrayée de vous annoncer qu'ils sont en charge du kit RT-PCR. Et en fait, juste avant de le dire, comment ils ont présenté cela, s'ils sont indépendants des Nations Unies, ils possèdent leur propre traité international. Et ils font chaque année un rapport à l'Assemblée générale des Nations unies et au Conseil de sécurité. C'est pour les menaces de bombes nucléaires qui pourraient tuer la planète entière. Donc, ils disent que l'AIEA a développé une technologie de diagnostic dérivée du nucléaire qui peut aider à détecter et identifier le Covid ou n'importe quoi d'autre chez vous. Chez les humains et chez les animaux. Parce que les animaux sont traités par des vétérinaires et par la FAO, l'Organisation de l'administration alimentaire. Et ils ont développé ce test. Et ce test est très efficace, la RT-PCR, parce que c'est une réaction en chaîne par polymérase et un test rapide. Ils pensent qu'ils sont les experts, en particulier pour Ebola, Zika et le virus de la peste porcine africaine. Donc j'ai lu ça aujourd'hui. Et pour moi, ça sonne l'alarme. Parce qu'ils offrent maintenant le kit de test PCR et leur laboratoire. Ils sont donc liés à des laboratoires. Et nous en parlions. C'est là où se trouve tout le pouvoir et où les choses doivent être, je pense, examinées de plus près. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu inquiétant. Vous voulez dire que d'autres organisations privées ou semi-privées, ou la plupart de ces organisations dont nous avons parlé ce soir, presque toutes les organisations internationales sont plus ou moins contrôlées par des citoyens privés, par des groupes privés, des organisations caritatives, etc. Cela nous amène au thème dont nous avons entendu parler aujourd'hui, à savoir que la City de Londres, la grande finance, contrôle tout, par l'intermédiaire de ses émissaires, de privés qui tentent de contrôler le reste du monde. Encore une fois, nous devons reprendre notre souveraineté. C'est tout ce que cela me dit en ce moment. Et nous devons également examiner de plus près les tests PCR, ce que nous ferons dans la séance de demain. Et peut-être aussi regarder toutes les ONG, parce que l'OMS gère l'Alliance mondiale des hôpitaux, l'Alliance mondiale des alliances d'alliances.
Beaucoup de Britanniques sont responsables. Et vous devez aussi savoir que de nombreux militaires sont là, car le CDC aux États-Unis était autrefois militaire. Et je pense qu'il l'est toujours, d'ailleurs. Donc je pense que nous devons démêler les ONG mondiales, ou les bingos, les intérêts financiers des ONG, parce que ces mécanismes les rendent très difficiles à trouver, et elles ont beaucoup de pouvoir, plus que nous le pensons. Les gens doivent apprendre qu'ils doivent se déconnecter et observer, regarder, démarrer la démocratie de base, regarder leur région et leur communauté. Ce sont eux qui savent le mieux ce qui est bon pour eux. Il est déjà très tard. Je sais que Dipali a quelques heures d'avance sur nous, 3 ou 4 heures. N'est-ce pas, Dipali? Oui, 4h30. Oh mon Dieu! La journée a été très longue. Et à moins qu'il n'y ait d'autres questions, je pense que nous devrions clore cette session pour ce soir. Oui, allez-y Dexter, je vous en prie. Oui, je veux juste parler au docteur Sylvia. Vous avez mentionné la sécurité sanitaire mondiale et j'aimerais peut-être juste la mettre en perspective par rapport au changement de définition de l'Organisation mondiale de la santé en 2009. Eh bien, vous voulez dire que vous vous référez à ce troisième critère de pandémie? C'est exact, oui. Mon opinion est qu'ils ont juste réalisé que l'OMS a compris qu'elle n'avait plus besoin d'une définition de pandémie. Parce que tout ce qui est nécessaire est un simulacre, une urgence de santé publique de portée internationale parce qu'ils veulent fabriquer des vaccins. Et la façon dont la pandémie est définie dans les documents non juridiques n'a pas d'importance. Ils ont donc réduit le seuil très élevé, car ils ont réalisé qu'ils pouvaient, à tout moment, faire de l'urgence de santé publique une urgence de portée internationale, tant qu'ils disposent de diagnostics. Ils n'ont donc pas prêté attention à ce thème, je pense, et c'est notre problème. Et aussi pour les avocats qui cherchent toujours cette définition de pandémie. Mais il n'y a pas de conséquences juridiques liées à la définition d'une pandémie. Par contre, les conséquences juridiques sont énormes si vous proclamez, si le directeur général prend cette autorité et proclame une urgence de santé publique de portée internationale. Merci beaucoup. Est-ce que ça explique peut-être pourquoi ils utilisent les modèles de Sir Ferguson pour augmenter la peur et expliquer qu'il y a une pandémie? Parce qu'avec les mathématiques en épidémiologique qu'ils ont utilisées là-dessus, ça ne sert à rien. C'est utilisé à tort pour étudier la propagation du virus. Ils utilisent ces informations synthétiques à partir de ces modèles, peut-être parce que ça paraît très étrange qu'ils utilisent les modèles de Sir Ferguson, et ça ne marche pas du tout. Et ces modèles ont été dupliqués dans d'autres pays, comme la France par exemple, et nous avons pris cela pour acquis. Ce n'est pas du tout basé sur l'expérience de la médecine, ce ne sont que des mathématiques. On ne peut pas du tout utiliser ça, mais j'aimerais savoir si c'est pour cette raison que l'OMS a utilisé ces modèles, pour augmenter la peur de la pandémie et pour manipuler les masses. Je ne connais pas les détails parce qu'en fait, ils avaient tout ce qu'il fallait pour proclamer une urgence de santé publique et les gouvernements nationaux avaient besoin de la population pour qu'elles acceptent, je suppose. Ils en avaient donc besoin pour la population car il y a aussi eu le premier simulacre déclaré en 2009 où des vaccins ont été fabriqués, mais personne n'a été menacé. En tout cas, je n'ai pas été menacé par cette simulation parce qu'il n'y avait pas de communiqué de presse qui nous menaçait. Mais maintenant, ils avaient besoin que la population reste à la maison pendant les confinements et pour se faire vacciner à la fin. C'est mon explication personnelle, je ne sais pas.
Oui, d'après le modèle de Sir Ferguson, les vaccins étaient la seule solution. Pas de traitement du tout, seulement des vaccins. Je pourrais juste ajouter, ils ont changé beaucoup de définitions ou de définitions scientifiques. Pas seulement la pandémie. Ils ont changé la définition des professionnels de santé. C'est tout le monde. Ils ont changé la confidentialité des données. Il n'y a plus de confidentialité des données. Ils n'ont pas fait d'éthique, par exemple, dans la communication, dans le cours de la mise en œuvre du règlement sanitaire international. On devrait en faire. C'est pour rassurer les gens. On ne sait pas, on cherche quelque chose, vous allez être fixé, vous allez savoir ce qui se passe. Et petit à petit, on tient les gens informés. Et là, c'était la peur, tout de suite. Et non seulement c'était une opération psychologique qui vise à instiller cette peur constante avec des cas, avec des images de morts qui n'étaient pas des morts, parce que nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas plus de mortalité en 2020, mais aussi avec des contradictions déjà mentionnées. C'est dans la psychologie de Mélanie Klein. Vous rendez les gens et les enfants psychotiques quand vous dites « je t'aime, mais je te déteste ». Et vous faites pression, ou vous dites « je t'aime et je te déteste » en même temps par votre comportement. Ils ont donc fabriqué un délire de cohérence, pas de contrôle, pas de sentiment de contrôle. C'est aussi un autre concept en psychologie. Et ils ont totalement insécurisé les gens, ce qui diminue leur immunité, d'ailleurs. Et psychologiquement, ils ont aussi supprimé toutes les religions et tous les systèmes de croyance. C'est quelque chose qui maintient les gens en vie. Et ils ont censuré la religion. Ils ont censuré la mort. Ils ont interdit le rituel de la mort, qui est l'un des plus importants si vous voulez bien faire votre deuil. Je veux dire, la cohérence et la guérison. Ils ont donc fait beaucoup de choses, pas seulement cette manipulation. Je ne connais pas M. Ferguson, mais je pense que je pourrais en rajouter une. Ils ont complètement inversé les valeurs. Et c'est un peu le syndrome psychotique de Mélanie Klein. Je l'appelle le syndrome d'Hansel et Gretel. Parce que je vous aime, je vais vous donner ça. Je vais être éthique. Nous allons bien vous traiter avec le vaccin. Et ils les tuent. Et ils ont complètement abrogé les directives de recherche éthique que nous avons élaborées entre 2006 et 2009. J'étais impliquée là-dedans. Donc, toutes les valeurs sont aussi une opération psychologique. Ils ont changé les valeurs et les définitions. Il est certain qu'il ne s'agit pas de santé. En ce qui concerne le professeur Ferguson, si je peux juste clarifier le point de vue du professeur en 2002, il a modélisé la survenue de 50 000 décès au Royaume-Uni à cause de la maladie de la vache folle. Et il l'a modélisé de manière complètement incorrecte. Alors nous avons dû incinérer tout notre bétail à cause de 150 décès. C'est donc très incorrect. Nous avons été très surpris au Royaume-Uni lorsque nous avons appris que Neil Ferguson était responsable de la modélisation de cette pandémie, car il s'était montré très imprécis lors de la précédente. Il a également fait la une des journaux à plusieurs reprises et a dû démissionner de son poste à Sage parce qu'il a été pris en train d'enfreindre les règles du confinement. Je voulais juste ajouter cela à son propos. La question est, comment se fait-il qu'il soit toujours en poste ? C'est une très bonne question, mais je ne peux pas y répondre. Mais je crains que ce soit le cas. Il ne devrait pas... Conflit d'intérêts. Absolument. Ou népotisme. Il travaille aussi en étroite collaboration avec l'Arabie Saoudite. J'ai oublié, je ne trouve pas le nom, je n'arrive ni à le lire ni à le prononcer, mais il travaille à l'Imperial College. Il a le plus grand nombre d'anciens élèves chinois. Quand le président Xi est venu en visite officielle, la seule université qu'il a visitée était l'Imperial College, qui a d'énormes liens avec la Chine. Et ils ont aussi acheté un certain nombre de nos hôpitaux. Si bien que nous avons maintenant un NHS Trust Imperial. Donc l'Imperial, je pourrais continuer pendant des heures sur l'Imperial et le professeur Alice Gast, qui en est la présidente. Elle a donné une conférence basée sur 1984, George Orwell. 1984, beaucoup de choses se passent à l'Imperial et je pourrais en dire beaucoup plus, mais
Le professeur Ferguson a été discrédité en 2002 pour la maladie de la vache folle et je voulais juste le mentionner. Merci. C'est étonnant, effectivement. Le nombre de personnes qui sont totalement incompétentes dans leur domaine. L'une d'entre elles est la personne qui dirige la Commission européenne. Elle a échoué à tous les postes qu'elle a occupés. C'est incroyable le nombre d'incompétents qui sont maintenus en poste, évidemment par ceux qui les y ont mis. Ces gens super riches, d'une manière ou d'une autre, semblent être alimentés et maintenus en vie par la City de Londres et ses cinquièmes colonnes qui semblent être partout dans le monde. Nous devons examiner de plus près tous ces événements. Je voudrais juste ajouter une chose. Nous parlions de McKinsey, et le fils de von der Leyen travaille pour McKinsey, et le fils de Fabius en France travaille pour McKinsey. Vous connaissez le népotisme? C'est un terme utilisé pour les papes. Ursula von der Leyen a aussi eu un problème quand elle a été ministre de la Défense en Allemagne, je crois. Et aussi quand elle était secrétaire aux familles, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a toujours eu des problèmes, mais elle a toujours été maintenue en poste. Et c'était déjà un problème avec les contrats de McKinsey. C'est majeur. Je pense que McKinsey est une institution majeure. Et tout cela parce que nous avons appris par un autre expert que Bill Gates utilise McKinsey pour s'assurer que ses conseillers deviennent les conseillers de, par exemple, Ursula von der Leyen et de toutes les autres personnalités politiques majeures, par le biais de McKinsey et de leur réseau. Oui, c'est incroyable que nous ayons exactement les mêmes messages, il y a 2 ans dans les magasins et dans les aéroports, et maintenant. Vous savez, lavez-vous les mains, mettez votre masque, je veux dire, en Europe, du moins pour ceux qui ont ces mesures. Et c'est la même voix, c'est comme une agence de marketing. Tout à fait. Alors il faut aussi analyser ça, si c'est la même voix partout, il y a quelque chose de bizarre. Nous nous penchons également sur cette question, mais ce soir, la journée a été très longue, et je sais que Deepali a besoin de sommeil, comme nous tous. Donc, à moins qu'il n'y ait d'autres questions auxquelles il est urgent de répondre, je pense que nous devrions clore notre séance du jour. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde. Cela a été extrêmement précieux. Merci Astrid, merci Virginie, merci Sylvia, merci Dexter, Anna et Deepali. Et bien sûr, merci Debbie. Merci beaucoup, beaucoup. Un grand pas de fait. Thank you. Bye-bye. See you all tomorrow.